Bonjour Essar Midani. Bonjour Tom. Nous voilà à partir de Damas, donc pour le 12e site REP, c'est ça? 12e site rep, nous sommes le 10 février 2017 et nous allons parler de l'avancée de l'armée syrienne à travers le pays sur différents théâtres d'opération, en Hmm. particulier Homs et Palmyre, Deraa, Deir ez-Zor, El Bab, qui sont les principales places dans lesquelles l'armée syrienne se bat plus intensément qu'ailleurs. On va parler, Ouais, oui, si vous le voulez bien, de la libération des otages de 18 hmm, villages du gouvernorat de Latakié qui avaient été pris en otage par Al-Nusra et qui viennent d'être oui, relâchés, qu'est-ce qui se passe? qui ont été reçus Mhm. par le président et son épouse, parce qu'ils ont vécu des Hmm. choses très difficiles. Vous allez nous en parler bien évidemment. Vous allez Hmm. nous parler de, c'est de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire que désormais la région de Damas et Damas même reçoit à nouveau de l'eau potable, parce que Ouais. la victoire de Wadi Barada a permis de définitivement faire tomber les bastions terroristes qui tenaient les sources d'eau et les réservoirs. Hmm. On va parler de ce rapport d'Amnesty International ainsi que celui de Human Rights Watch. Vous Ouais. allez aborder aussi le deuxième round de la rencontre d'Astana et puis les suites possibles avec une rencontre à Genève, le prochain D'accord. Genève. Peut-être quelques mots sur une erreur de frappe russe contre les troupes turques à Al-Bab, qui a fait Mhm. 3 morts et une dizaine de blessés, je crois. Vous avez voulu aussi faire une petite parenthèse à propos des déclarations de Donald Trump concernant l'interdiction des l'interdiction Hmm. d'entrée des ressortissants de nombreux pays arabes, De 7 pays, oui. voilà, de 7 pays, et vous Pays allez arabo-musulmans, oui. voilà, et vous allez faire Musulmans. Arabes et musulmans. voilà, vous allez faire un petit rappel et au moins, en tout cas, expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas Mhm. dans cette Ouais. mesure. Ouais. Peut-être une petite parenthèse aussi pour les interviews qui commencent à devenir nombreux du président Assad, en Hmm. particulier ces derniers temps de Yahoo. Oui. Et enfin, je dirais le bombardement israélien contre un bâtiment à Kuneitra il y a quelques jours, donc Hmm. à proximité du Golan. Voilà. Je Ouais. vous laisse la parole, Essar, je vous remercie. Ok, merci bien. Alors, pour commencer, au niveau de la situation, en fait, de l'avancée de l'armée, mais aussi du nettoyage de la ville d'Alep. Alors, il y a une bonne avancée de l'armée syrienne dans les villages nord-est d'Alep, hein, Mhm. c'est-à-dire vers le chemin d'El-Bab. D'accord, oui. Ville El-Bab, comme son nom indique, la porte qui est ville portière en fait entre la Syrie et la Turquie. Oui. Donc 32 villes qui ont été libérées dans cette partie, donc nord-est Oui, l'armée syrienne va d'Alep. très très vite d'ailleurs. Voilà. Elle est en train Pardon? d'encercler. L'armée syrienne va très très vite. Et en plus, elle est en Oui, train d'encercler Al-Bab par le sud. C'est-à-dire qu'on va avoir voilà, tout à fait. une poche de Daesh là qui va être complètement encerclée au sud de Al-Bab. Sud, sud et sud-est, c'est l'armée syrienne a bien avancé. Oui, Donc 32 villes et villages ont été libérés. Ça représente 250 kilomètres carrés, oui. ce qui n'est pas rien. Bah non. Donc il y a des centaines
en fait, bon, il y a eu des centaines de mines qui ont été détruites, des tunnels, l'objectif de c'est élargir l'objectif en fait de cette avancée, c'est aussi élargir la zone de sécurité autour de la ville d'Alep. Oui. Et ce qui malheureusement n'a pas empêché non plus que des civils aient reçu aussi des missiles qui étaient envoyés par des gens d'Al-Nusra de l'autre côté sur les quartiers ouest d'Alep. Ah. Et il y a eu des morts et des blessés. Hier déjà, 4 morts et 4 blessés graves. Et ils continuent donc à se venger. Ces terroristes, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils se vengent contre la population civile. Oui. Et ce qui est une éthique qui leur ressemble parfaitement, quoi. Oui. Oui. Malheureusement. Et malheureusement pour les civils, mais bon, ce qui pousse quand même la détermination du peuple syrien à en finir avec tous les terroristes. Oui. Donc l'armée affirme son engagement dans la Constitution, pour la Constitution et pour la défense du peuple contre le terrorisme. Mm-hmm. Et ça, c'est une réponse à ceux qui prétendent que l'armée syrienne, dans son avancée, elle tue les civils, elle tue la population syrienne. Oui. Et là, on peut répondre que de toute façon, et je leur réponds fort et haut et fort, c'est l'armée syrienne fait son devoir de défendre son pays et de défendre son peuple, donc de manière tout à fait cohérente avec le respect de la Constitution. Oui. Nous sommes un territoire syrien, tout ceci est un territoire syrien, et donc à l'armée syrienne de défendre la population et de défendre les terres de ce pays. Oui. Donc voilà. Ça, c'est du côté... donc, quand on voit aujourd'hui, on monte un peu plus vers le nord pour citer la situation à El-Bab, donc les forces turques, hein, et d'un côté, les forces de la coalition qui est dirigée par les États-Unis avec les Kurdes de l'autre côté, donc... ce triangle El-Bab, Jarablus, il est complètement encerclé de tous les côtés. Et oui. Aujourd'hui, les premiers affrontements, alors les forces turques qui soutiennent l'armée dite syrienne, dite libre, oui. Qui viennent donc par le nord, bien sûr. Les premiers affrontements ont eu lieu aujourd'hui et l'armée russe a fait pression et donc est intervenu pour pour freiner les Turcs, puisqu'ils sont en train d'agresser, je peux dire, la population syrienne sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Mm-hmm. Et pour eux, bien sûr, les terroristes, ce sont les habitants de la Syrie et les habitants des villages frontières qui sont en majorité, oui. Qui sont des Kurdes, des Arméniens, etc., mais essentiellement des Syriens. Alors, de l'autre côté, les États-Unis, donc la coalition du côté est et est et nord-est, oui. Ils sont avec les forces kurdes, ou une partie des Kurdes qui représentent les forces kurdes qui ont été manipulées par les Américains. Donc eux, ils avancent, ce qui fait que la ville El-Bab, elle est des trois côtés, on avance, enfin de tous les côtés, on avance, et ce sont des armées différentes qui avancent vers El-Bab. Voilà. Donc ça, c'est du côté d'El-Bab. Du côté de Deir Zor, on voit davantage Deir Zor qui est plus sur l'Euphrate et donc plus oui. À l'est. Oui. Il y a eu une grosse offensive, mais alors violente de Daesh, oui. Je peux dire soutenue par les Américains, puisque c'est aussi lié à la libération de Mossoul. Oui. Donc les Américains
sous prétexte de lutter contre Daesh d'un côté, il les pousse à venir attaquer Deir Zor. Nous en avons parlé un petit peu la dernière fois, puisque cette attaque avait commencé déjà lorsque l'armée américaine avait bombardé la montagne Asarda qui domine et qui surplombe la ville de Deir Zor, où elle avait bombardé pendant 55 minutes, tuant une centaine de soldats syriens, en en blessant un nombre important aussi, et que 10 minutes plus tard, Daesh a rappliqué donc pour occuper cette montagne. Bon, aujourd'hui, cette montagne, elle a été reprise complètement par l'armée syrienne, et les affrontements très importants et acharnés en fait ont eu lieu avec Daesh dans la ville dans Deir Zor, dans le gouvernorat de Deir Zor. L'armée syrienne avance très très positivement et rapidement dans la région des cimetières, et on espère quand même que Deir Zor va être bientôt libéré complètement, malgré le fait que les forces de la coalition qui sont censées lutter contre Daesh, en fait, ils leur donnent les moyens de bouger et d'avancer. Donc voilà. De l'autre côté, du côté de la banlieue ou des villages qui sont à l'est de Homs et qui vont jusqu'à Palmyre, en fait, Daesh avait occupé ou avait tenté d'occuper non seulement Palmyre, mais surtout les ressources de gaz et de pétrole, la station de gaz et de pétrole qui est du côté de Palmyre, Aql Shair. Et on peut dire aujourd'hui, l'armée syrienne a libéré cette station. Et heureusement, on ne sait pas quelle est. Je n'ai pas d'informations, disons, concernant les dégâts qui ont eu lieu, mais l'armée syrienne a récupéré cette région, ceci se trouvant donc à l'est de Homs et sur le chemin de Palmyre. Voilà. Sur le front sud, du côté de Deraa. Il y a eu une très grande réconciliation très importante syro-syrienne dans la ville de Rabareb, où il y a eu un nombre important de personnes qui ont rendu les armes, qui ont rejoint même l'armée, le camp de l'armée. Qui se repentent et qui montrent qui disent que de toute façon ils ont été obligés de porter les armes contre le pays, puisqu'ils étaient dès le début raflés, pris en otage, etc. Donc là, il y a eu à la fois donc la réconciliation, mais aussi quand je parle de réconciliation, en fait, il faut pas comprendre que c'était allez, on se battait hier et on s'embrasse aujourd'hui. C'est pas tout à fait le cas. Ce sont des négociations importantes qui cherchent à rassurer les gens. Puisque à partir du moment où ils ont pris les armes, même forcées, ou par exemple ils ont fui l'armée, même forcée, ils ont peur d'être sanctionnés par l'armée quand ils sont pris. Ils ont peur d'être arrêtés. Ils ont peur, donc ils continuent. Cette peur les pousse à continuer dans la même voie dans laquelle ils ont commencé au début. Et puis il y a eu donc des discussions et donc des facteurs de confiance ou des gens qui ont garanti une certaine confiance, je peux dire. Ça s'est passé donc comme ça, et donc nombre de personnes. Honnêtement, je ne sais pas quel est le nombre, mais je sais que c'était assez élevé à Rabareb.
qui se sont rendus et qui ont rejoint donc l'armée. Pour certains, pour d'autres, ils ont décidé de continuer dans la vie civile. Ceux qui ont rejoint l'armée, c'était ceux qui devaient être dans le service militaire et qui avaient fui donc le service militaire. Donc ils reviennent là. Et fait le plus important en fait à Rabat Reb, c'est que ça s'est passé complètement de manière syro-syrienne. Il n'y a pas, bien sûr, l'ONU était, enfin, de Mistura et l'équipe des Nations Unies était complètement absente de tout ça, ce qui a permis d'ailleurs d'aller de manière correcte dans la réconciliation. Donc ça se commence par une régularisation de la situation de chacun. Leur choix aussi, c'est on arrête de prendre les armes contre le pays, contre le gouvernement légitime du pays. Et si ceux qui décident de continuer à se battre, bon, ils sont transportés à Idlib par les soins du gouvernement d'ailleurs, mais à condition de rendre toutes les armes lourdes, moyennes, etc. Ils ont le droit de partir avec une arme personnelle légère. Donc voilà. Et ça c'est important et c'est assez. Je peux dire quand même dans l'histoire des guerres et l'histoire du monde, de l'humanité, c'est la première fois où des réconciliations importantes se font pendant la guerre. D'habitude, c'est après la guerre, quand tout s'est terminé, etc. On prend un certain temps. Je me réfère en l'occurrence au cas de la France, par exemple, après la libération, puisque la moitié des gens étaient plutôt avec l'occupant, avec les nazis, il faut le dire. Pétain, avec Pétain en fait. Et parce qu'il y avait un gouvernement local, puisque c'était Pétain qui était pro-nazi. Et puis effectivement, beaucoup de gens se sont rendus après, et puis il y a eu des réconciliations, mais ça a pris quand même un certain temps. Alors que là, ça se passe pendant la guerre, et ça c'est, je pense quand même que c'est important de le signaler. C'est vraiment la grande particularité du peuple syrien, qui est l'amour du pays, qui est aussi l'amour des uns des autres, et surtout cette prise de conscience quand même que il faut reconstruire et il faut être là, il faut refouler les étrangers, parce que à chaque fois aussi il y a eu des manifestations de la population qui s'élevaient contre la présence de combattants étrangers, mercenaires dans leur ville, dans leur pays et dans leur village, et qui ont fini par se rebeller contre eux. Et puis voilà, donc ça les a mis en minorité, et ils ont dû se rendre. Et enfin, ça c'est quand même un phénomène très très important. C'est-à-dire que justement, Essar, les terroristes étrangers ont dû se rendre à l'évidence qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir, parce que d'abord ils étaient encerclés, ça c'est la première des choses. Et puis la réconciliation ne concernait que les Syriens, c'est-à-dire que les terroristes qui étaient d'un autre pays n'avaient qu'un seul choix, c'est se rendre ou mourir, hein. C'est-à-dire prendre le bus vert en direction du gouvernorat d'Idlib, et puis c'est tout, hein. C'est voilà. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a eu aussi, c'est que absolument. Et en fait, le président Assad a prolongé quand même l'effet de l'amnistie, parce qu'il avait comment dire, décrété une loi d'amnistie pour tous ceux qui régularisent leur situation et qui décident de se rendre et puis de remener à nouveau une vie citoyenne correcte. Donc ils étaient amnistiés, et il a prolongé l'effet de cette loi. Donc à chaque fois elle est prolongée d'un mois, 2 mois, et donc en fait c'était le moment ou jamais
pour les gens qui veulent se rendre et qui veulent vivre, c'est d'en profiter, quoi. Donc voilà. C'est clair, c'est clair. Euh, J'avais une question d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un petit peu la situation, les différents fronts. Si, bon, Oui, là aussi sur le Wadi Barada, oui, juste un instant, les 10 Sarah. villages. Excusez-moi, Sarah, Ah, avant oui. d'aborder Wadi Barada, qui est effectivement très important, il y a des informations qui laissent entendre que la Jordanie serait intervenue au sud de Daraa, précisément en soi-disant pour s'attaquer au réseau terroriste, qui est là, entre parenthèses, quand même copieusement aidé pendant toute la période précédente. Donc est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un risque que la Jordanie essaye de tester la solidité de l'armée syrienne au sud du pays pour éventuellement ouvrir une brèche avec l'Arabie Saoudite et éventuellement les Israéliens par ce biais-là? En fait, la Jordanie a une position très, comment dire, très complexe puisque en fait, elle est sous influence saoudienne puisque la Jordanie a abrité quand même, on ne se le cache pas, nombreux camps d'entraînement Oui, oui. d'une part. Mm. D'entraînement des djihadistes, des terroristes, que les terroristes filtrés aussi par la frontière sud donc de la Syrie et nord de la Jordanie, donc qui venaient donc s'attaquer à la Syrie. D'autre part, rappelons-nous quand même qu'il y avait la MOC, en fait, un véritable comment dire conciliabule et conseil de coordination et d'espionnage en fait qui était Oui, et de direction des opérations oui, réellement oui, des directions des opérations terroristes oui, qui comprenaient des responsables britanniques, saoudiens, américains, Mossad, etc., donc oui, qui étaient en Jordanie. Bon, maintenant, avec l'avancée de l'armée syrienne, avec les victoires accumulées de l'armée syrienne, d'une part, d'autre part, avec les pressions russes aussi, d'autre part. oui, Rappelons quand même que le roi a rencontré Poutine oui, récemment. Donc, la Jordanie veut changer de position. Et puis, sachant que aussi, il faut le dire, sous la pression du peuple jordanien, oui, qui est en majorité aussi avec l'État syrien, qui est pour soutenir la Syrie. oui, Et il y a eu quand même plusieurs délégations, pas seulement de parlementaires, mais des délégations de syndicats d'ouvriers, de syndicats d'écrivains, pas mal de délégations jordaniennes, même des étudiants, etc., qui sont venus porter leur soutien en fait à la lutte du peuple syrien et à la résistance du pouvoir syrien et de l'État syrien, puisque c'est l'État qui se bat contre le sionisme, et pour la Palestine. oui, N'oublions pas que la majorité aussi des Jordaniens sont d'origine palestinienne aussi absolument, et oui. ont toujours la Palestine à cœur. Hein. Donc voilà, face à cette situation, je pense que enfin l'État jordanien cherche à se repositionner autrement quand il peut, Oui, puisqu'il est aussi pris entre entre les deux feux, disons, qui est oui, celui de la population d'un côté et puis les pressions de l'Arabie saoudite et des Américains et des Britanniques oui, aussi, il faut le reconnaître. Hein. absolument. Donc voilà. Et donc parfois il a tout le temps des positions. Enfin, la Jordanie a toujours des positions très contradictoires et qui peuvent changer selon le rapport de force qui Ouais. s'exerce sur eux du jour au lendemain.
Donc c'est pas sans Voilà. risque pour la Syrie quand même, hein. Hein? Malgré le fait Ah, qu'une partie de la population majoritairement palestinienne soutient la Syrie, la direction du pays peut très bien décider sous la pression américaine, israélienne et saoudienne, ouais. d'être obligé d'être, je dirais, un point de départ pour une invasion par le sud, hein, par exemple, hein. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, il faut dire que le pays n'est pas complètement indépendant de sa politique, donc c'est ça. C'est les pressions s'exercent et puis le roi il est bien obligé, il veut bien le faire, mais c'est pas un État qui a les moyens de sa souveraineté aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, il est instrumentalisé aux mains des Saoudiens, des Qataris, des Américains, des Britanniques, etc. Parce qu'on a vu quand même que la Premier ministre british, américaine, bretonne, de la Grande-Bretagne, De la anglaise, Grande-Bretagne, oui. est allée rendre visite quand même, quoi, et puis donner des ordres à l'État jordanien. Theresa May, et voilà, Oui. son nom me manquait, voilà. Donc Ah, c'est c'est toujours ce sont les aléas de la situation. oui. Je voudrais dire un mot aussi qui est très important, c'est que l'Irak, le peuple irakien se bat dans pour la libération de Mossoul. Oui. Nous sommes nous saluons cette lutte aussi, puisque aujourd'hui une très grande partie de la ville de Mossoul a été libérée, notamment la partie est. La partie ouest qui est plus proche La Syrie. de la frontière syrienne aussi. Au début, les Américains s'opposaient parfaitement à ce que ce soit le Rassemblement populaire qui soit du côté de cette frontière-là, parce qu'ils avaient peur et ils ont toujours peur qu'il y ait une coordination avec la Syrie et avec l'armée syrienne. D'accord. Puisque Mossoul, Raqqa, Deir Zor, c'est dans le même prolongement, hein. Oui. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, le Rassemblement populaire est déterminé à être de ce côté. Malheureusement, du côté syrien de cette frontière, là aujourd'hui, c'est encore Daesh, mais je pense qu'une coordination pourra se mettre en place Oui. et il y a une volonté pour qu'elle soit mise en place pour effectivement prendre en étau les Daesh, en fait, qui sont en Syrie et qui sont du côté de Mossoul, ouest, pardon. Ouest. Ouais. Parce C'est du côté qu'effectivement, de la l'armée Syrie. Voilà. irakienne a quasiment investi la totalité ou quasi-totalité de la partie est de la ville qui se trouve séparée en deux par la rivière, hein, Oui, par la rivière, exactement, oui, tout hein, à fait, voilà. tout à fait. Donc voilà. Bien, Et ça, c'est un point important quand même à oui, voir, c'est que il y a une influence importante et puis c'est aussi vase communicant entre l'Irak et la Syrie. oui, On espère que ça va être des vases communicants positifs oui, pour les deux armées. oui, parce que Voilà, jusqu'à présent c'était pour une plutôt un vase, coordination. oui, parce que jusqu'à présent c'était plutôt un vase communicant pour les terroristes aidés par la coalition US, hein, qui leur Tout à permettait de fait. venir attaquer une seconde fois Palmyre, alors que visiblement ils étaient censés être occupés à se battre contre la coalition US à Mossoul, hein. Enfin bon, c'est des Exactement. choses quand Et même. n'oublions pas quand même qu'il y a 2 ans, il y a eu une coordination au niveau des renseignements qui a été mise en place. Et je pense que sous la pression américaine et la pression de la coalition, elle est devenue plus marginale. Mhm. Parce qu'elle devait cette
cette coordination pour les renseignements entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Russie a été quelque chose de très important et qui devait préparer pour une coordination au niveau de l'armée. Et à partir du moment où les Américains se sont investis davantage pour la lutte contre Daesh en Irak, je crois qu'ils ont imposé aussi des accords différents à l'Irak, ce qui a fait que cette coordination avec l'armée syrienne n'a pas eu lieu, quoi. Voilà. Syrienne et russe, elle devait avoir lieu. Alors, ce qui n'est pas encore le cas. Si vous le voulez bien, on va aborder peut-être quelques minutes cette libération des otages du gouvernorat de l'attaqué, pardon. Des otages qui étaient tenus depuis 3 ans par le Front Al-Nosra et qui viennent d'être libérés et reçus par le président et son épouse. Tout à fait. Ils ont été reçus hier et libérés hier suite à des négociations importantes. Ça fait trois ans de négociations, je peux dire, depuis le début. Mais ce sont les habitants de 18 villages du gouvernorat de l'Attaquié, des gens qui ont été kidnappés et dont une partie a été tuée de ces villages, et les personnes qui ont réussi à fuir ont été aussi kidnappées. 3 ans et demi de vie en séquestration, torture, pression, etc. En grande majorité, ce sont des femmes et des enfants. Et hier ont été libérés donc suite à des discussions importantes ou un échange de prisonniers, si on peut dire, en échange de prisonniers terroristes. Donc, ces 58 personnes ont été libérées et ont été reçues personnellement par le président et son épouse hier. Ils étaient tous effondrés de joie, parce que ils étaient pratiquement, ils avaient résisté, ils avaient vraiment résisté, mais ils n'y croyaient presque plus. Et nous avons vu aussi leur arrivée à l'Attaquié, en fait, pour retrouver leur famille. C'était quelque chose d'absolument émouvant et fantastique. Mais c'est vrai que en grande partie, ce sont des enfants et des femmes. Qui ont affirmé, bien sûr, je peux dire, leur loyauté totale à la Syrie, à la patrie. Ils étaient enchantés. Il faut voir comment ils enlaçaient le président et sa femme, ils les embrassaient, etc. Et lui, il a vraiment discuté avec eux de leur douleur, et il leur a dit qu'il avait toujours le souci de les sortir de ce guet-apens, si on peut dire. Donc c'était le souci de chacun des soldats, de chacun des personnes, d'essayer de les retrouver et de les libérer. Donc vraiment c'était quelque chose de fantastique et d'émouvant. Et ce retour comme ça, même les retrouvailles familiales étaient très importantes et très dignes en même temps. Ils ont dit qu'ils ont été torturés, mais ils ne se sont pas du tout étalés sur la question. Toujours c'était très douloureux, j'imagine. Très dignement. Oui, et vraiment c'était magnifique, et on espère que tous les otages et toutes les personnes qui ont été kidnappées retrouvent la liberté et retrouvent leur famille retrouveront leur famille bientôt. C'est un début. Et puis voilà.
Donc ça, c'était quelque chose, c'est une victoire quand même, c'est une victoire de la paix, je peux dire, c'est une victoire de l'humanité face à la terreur et à l'horreur Oui. du kidnapping et de la torture. Alors pour faire Voilà. suite, je dirais une autre victoire, celle-ci sur des besoins essentiels pour la vie, pour la région de Damas, pour Damas même. Pendant plus d'un mois, la population a été privée d'eau potable par des terroristes qui, vexés d'avoir été obligés de lâcher prise à la peste, ont décidé de détruire les sources d'eau et les réservoirs d'eau potable qui alimentaient donc Damas et sa région. Et donc là, depuis quelques jours, le secteur de Wadi Barada est complètement évacué de tous ces terroristes et vous recevez à nouveau de l'eau potable